on se retrouve ici à essayer de prédire la possibilité d'un séisme déclenché par une exploitation. Ce n'est pas complètement nouveau. On réactualise nos connaissances par rapport à ce qu'on sait des perturbations humaines à l'échelle de la croûte terrestre. Alors pour refaire le point sur l'état de l'art, un séisme actuellement, quand il est naturel, on ne sait pas le prédire. Donc s'il n'est pas prévisible, est-ce qu'on peut faire mieux dans le cas où c'est une perturbation humaine? Pour donner le contexte, un séisme sur la Terre, on le voit actuellement comme un problème de tas de sable, marginalement stable. On a parlé de quelque chose de critique tout à l'heure dans le cas d'une transition de deuxième ordre de percolation. C'est pareil. Vous jetez un grain sur un tas de sable qui est à l'équilibre. Pardon, vous jetez un grain sur un tas de sable qui est à l'équilibre. Ce grain, il a trois possibilités. Soit il reste dessus, soit il ressort. Il ne s'est rien passé pour le système. Vous avez sorti du gaz, vous avez sorti de l'huile, vous avez créé un barrage. Soit il se passe quelque chose, une instabilité qui démarre. Et si elle démarre, cette instabilité, on ne connaît pas sa taille. On sait simplement qu'il y a plus de chances qu'elle soit petite que qu'elle soit moyenne ou qu'elle soit grande et qu'elle suit la loi puissance qui a été montrée précédemment. C'est-à-dire qu'on a une probabilité de distribution. Et le vrai problème de la sismicité, c'est un peu ça. Quand le séisme démarre, il ne sait pas s'il va être grand ou pas. C'est-à-dire que quand on exploite sur Terre, dans le contexte, on sait qu'à peu près toute activité humaine crée un séisme. Imperceptible. Le plus petit séisme, c'est une dislocation, hein, au sens de la matière. Le plus gros, c'est celui qui casse la Terre en deux. Éventuellement, s'il est suffisamment fragile. Entre les deux, tous les séismes, on les voit comme quelque chose qui est plutôt du fluage, avec des micro-ruptures à une échelle donnée. Ensuite, il y a d'autres processus qui sont les flux d'injection et la récupération. Donc je vais me concentrer surtout dans l'injection et la récupération de fluides, ces principaux fluides récupérés étant soit de l'huile, soit du gaz, et l'injection étant un moyen de récupérer les fluides précédents, utilisé aussi dans la géothermie. Donc premièrement, convaincre, dans le cadre d'une situation bipolaire entre l'exploitant et la société, qui a vraiment une responsabilité quelque part, et qui a un lien entre l'exploitation et la sismicité. Un exemple évident, j'ai cité ici le nombre de séismes par jour, en fonction des jours de la semaine, dans une mine, on arrête de travailler, la sismicité décroît. Donc c'est une démonstration qui satisfait les deux parties. Des choses un peu plus compliquées. À gauche, la sismicité dans le nord de la Nouvelle-Zélande. Les zones hachurées au sud, c'est les endroits où le risque sismique était admis comme existant avant les années 90. Et puis vous avez un petit flocon en haut à gauche de deux petits séismes qui changent la carte d'aléas prévue par le sismologue. C'est-à-dire qu'on a changé le caractère état d'équilibre marginalement stable où, ah tiens, là il se passe quelque chose de nouveau, déclenché par une exploitation d'hydrocarbures. Alors c'est pas aller très loin, hein, mais étude 2-3, mais c'est un changement assez fondamental. Ça a arrêté des petits disjoncteurs dans des centrales locales. Et puis à droite, qui est en fait l'extrême gauche, hein, donc en Union soviétique, ben vous avez le même changement de zonation sismique. Les chiffres romains, c'était ce qui se passait avant, magnitude 5 au plus gros en termes d'intensité ressentie. Et puis autour de cette ville ici, dans les années 76, dans une zone aussi calme que le bassin parisien, à la même distance à peu près d'un front de collision, 3 magnitudes 7 en 8 ans. L'exploitation du gisement de gaz qui faisait à peu près 50 km de long, rasé. Les gens se sont posé une question. 2 séismes, magnitude 7, 76 à 3 mois d'intervalle. Ils reconstruisent la ville, ils reconstruisent les gisements, à nouveau rasés en 84. Plus près de chez nous, eh ben, vous avez la belle sismicité pyrénéenne. Et puis, légèrement au nord des Pyrénées, vous avez aussi un essaim de séisme qui est complètement corrélé à l'exploitation du gisement de lac. Pour aller au-delà d'une corrélation, et on répond comme ça à la question qu'on a posée ce matin, est-ce que le séisme de Blackpool est lié à l'exploitation ou pas? On répond oui ou non, on n'a pas appris grand-chose. Pour aller plus loin, il faut un lien direct avec les producteurs. Donc il faut qu'il y ait un lien entre politique, producteurs et citoyens et scientifiques pour partager ces mêmes données, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Sans l'historique, on n'apprendra rien. Si on vient maintenant à ce qui nous intéresse ici, globalement, dans le cadre d'exploitation d'hydrocarbures, classiquement, on en a parlé ce matin avec Nick, les premières choses qu'ont fait les pétroliers pour récupérer, c'était d'injecter, comme récupération secondaire. Donc quand on injecte, je suis allé un peu vite, on diminue la pression de fluide, on augmente la pression de fluide, on diminue la contrainte et on va déclencher une instabilité de friction éventuelle. Et puis alors ce qui a été assez nouveau dans les années 80, 90, c'est qu'on s'est mis à extraire
Donc et déclencher les séismes quand même. Donc on a cherché à comprendre pourquoi en diminuant la pression, alors que le modèle précédent nous prévoyait qu'en diminuant la pression on devrait stabiliser, on crée des séismes. Bon, on s'apercevra que dans ce cas-là, c'est une contraction du réservoir, donc c'est stable dans le réservoir. On verra qu'on augmente la fracturation quand même qui permet de produire plus que prévu grâce à ces petits séismes. Mais par contre qu'autour, là les roches répondent, et là on a des séismes plus importants. Et on peut aller connecter à des failles régionales, et on peut avoir des séismes très gros. Donc, et le nombre de séismes. Le vrai problème, c'est que si vous regardez l'énergie, les plus gros séismes ont lieu après qu'on arrête d'injecter. C'est-à-dire qu'on a une perte de contrôle totale sur ce qui se passe à grande distance. Et ça, on ne comprend pas. Et c'est ce point-là qui est fondamental pour les gaz de schiste. Pas la microfracturation, pour moi sismologue, liée à l'injection hydraulique, qui est importante pour les géochimistes et circulation de fluide. C'est qu'est-ce qu'on injecte en profondeur qui va créer des séismes connectés à des grandes failles qu'on ne contrôle pas. Donc pour le sismologue, on éclaire le gaz de schiste sous un autre angle, qui est l'angle des fluides résiduels injectés à grande profondeur, et non pas la fracturation hydraulique. Deuxième point de désaccord avec Jean Verrieux ce matin, mais c'était important de le partager, c'est dommage qu'il ne soit pas là. Alors, problème de la prédiction. Si on fait une exploitation, l'exploitant, lui, veut essayer de savoir s'il y a un séisme dans son réseau. Pourquoi? Parce que ça cisaille des forages et ça coûte de l'argent. La société elle a envie de savoir s'il va y avoir un problème en local et jusqu'à quelle distance. Donc le où, on sait à peu près ce que c'est. Le quand, on a vu qu'il y avait peut-être un seuil de seuil de production, ou peut-être même d'une manière de produire. On pourra en discuter. Hein. Peut-être qu'en produisant de façon plus lente, eh ben, on peut arriver à minimiser les impacts. Le problème de la taille. Là, vous avez une courbe qui représente, pour les cas de réservoir barrage, en français, hein, on dirait donc mise en eau de barrage. Les points blancs, c'est la hauteur du barrage. Et les points noirs, c'est la taille du séisme. Sachant que les magnitudes sont à l'échelle log-log, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de relation. Donc ça veut dire qu'en construisant un barrage quelque part, quelle que soit sa hauteur, il va déclencher quelque chose. Mais ce qui est déclenché n'a absolument rien à voir avec la force que vous mettez. Donc ça veut dire que c'est un système, on peut l'appeler complexe, on peut dire non linéaire, en tout cas qu'on ne contrôle pas. Donc dans le cas d'une exploitation, on a moins de données, parce que les gens, il y a une prise de conscience plus récente liée à l'historique de production. C'est-à-dire que principalement, historiquement, les productions étaient superficielles, donc on avait de la déformation, pas de séisme. On est allé plus profond, des roches plus compétentes, donc plus de chances d'avoir des ruptures. Troisième point plus important, c'est que là, on va stimuler de façon intensive avec des injections de fluides profondes. Parce qu'on a tous ces fluides-là, qui sont complètement toxiques et dont les gens ne savent pas quoi faire. Beaucoup d'endroits, y compris l'Arkansas, on l'a vu tout à l'heure, ils ont choisi une solution. C'est l'injection profonde. C'est le plus simple, c'est sur place, ça peut peut-être colmater, on ne sait pas trop, on ne sait pas où ça va, c'est parti. Et là, on ne contrôle rien. Donc l'alerte majeure en tant que scientifique, c'est le problème, il est là. Donc le combat pour les géochimistes, il est plus en surface. Pour les géophysiciens sismologues, je dirais, attention à ce qui se passe en dessous du réservoir.